le prix à payer face au terrorisme, signé Michel Cotta, Patrice Duhamel et Pauline Pallier, documentaire passionnant qui interroge le pouvoir face au terrorisme. Nous allons nous interroger l'ampleur et la nature de cette menace terroriste 10 ans après les attentats du 13 novembre. Avec nous pour en parler, Nathalie Goulet, bienvenue. Vous êtes sénatrice centriste de l'Orne, membre de la commission des finances et vous publiez aux éditions du Cherche Midi L'argent du terrorisme, préfacé notamment par Jean-Charles Brizard. Juliette Méadel, bienvenue. Ancienne ministre déléguée chargée de la ville. Entre 2016 et 2017, vous avez été secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes et des victimes de terrorisme en particulier. Vous êtes l'ancienne porte-parole du Parti socialiste. Aujourd'hui, vous êtes conseillère municipale à Montrouge et vous publiez ce livre, Un impérieux besoin d'agir, aux éditions L'Observatoire. Marc Trévidic, bienvenue, magistrat et écrivain, président de chambre à la Cour d'appel de Versailles, ancien juge antiterroriste. 2 mois avant les attentats du 13 novembre, vous aviez alerté sur la menace terroriste imminente en France. Frédéric Pechnard, bienvenue à vous également, vice-président LR de la région Île-de-France et conseiller de Paris, ancien directeur général de la police nationale et commissaire de police de formation. Et vous êtes intervenu sur de nombreuses scènes de terrorisme. On a tendance à l'oublier parce que tout va vite et qu'une information chasse l'autre. Mais ce film nous le rappelle, la France a été régulièrement frappée par le terrorisme à toutes les époques. Années 70, 80, 90, 2000 et ces 15 dernières années, malheureusement, ça s'est de nouveau accéléré. L'actuel procureur antiterroriste parle de menaces vives, un niveau parmi les plus élevés depuis 5 ans, dit-il. Marc Trévidic, est-ce que c'est une manière de nous préparer au pire ? Ce n'est guère rassurant. Alors je ne sais pas comment il argumente cela, parce qu'on n'a tout de même pas en face un groupe terroriste très très puissant comme on l'avait avant le 13 novembre 2015. D'accord. Mais les moyens de tuer autrui sont tellement à portée de tout le monde. Et un petit groupe peut faire énormément de dégâts. Il faut rappeler quand même la promenade des Anglais avec un camion à Nice. Donc on peut avoir des phénomènes d'ampleur. Mais on n'a quand même pas la situation d'avoir un très gros groupe terroriste, un ennemi très puissant face à nous aujourd'hui. Pour vous, ce n'est pas comparable ? Non. Nathalie Goulet, c'est vrai qu'on a l'impression de traverser une période de calme. On a l'impression qu'aujourd'hui, la menace terroriste est un petit peu loin de nous. Est-ce que c'est un faux calme ? Est-ce que c'est une situation trompeuse ? Alors, vous savez que j'avais présidé la première commission d'enquête que mon groupe avait demandé en juin 2014, après avoir lu le bouquin de David Thompson sur les Français djihadistes. Ces gens qui se convertissaient pour partir en Syrie, en Irak. Je pensais qu'on n'avait pas les outils. Et donc, quand les attentats de 2015 sont arrivés, j'étais déjà prépositionnée, comme on dit. Donc moi, ce que je crois, le plus grand changement, c'est probablement l'extrême amélioration de nos services, notamment du renseignement, mais aussi le fait qu'on est complètement réarmé toute cette lutte antiterroriste qui était, somme toute, un peu défaillante au moment des attentats. Et les progrès en 10 ans sont quand même spectaculaires. C'est ce qui explique que nos services déjouent régulièrement un certain nombre d'attentats. Mais il n'en demeure pas moins vrai que la menace a probablement changé, que les réseaux sociaux sont encore plus actifs qu'à l'époque, que la menace existe, mais que nos services sont quand même réarmés et en tous les cas, y compris au niveau européen, y compris au niveau international, tous ces échanges se font de façon bien meilleure qu'il y a 10 ans, et heureusement. C'est peut-être ça qui crée la différence d'appréciation. Et on le découvre dans le film, le terrorisme fonctionne aussi par cycle, Frédéric Pechnard. Est-ce qu'on est dans un moment de menace à bas bruit ? Comment analyser la situation avec l'expérience que vous avez ? Effectivement, en ce moment, je partage complètement l'avis de Marc Trévidic, c'est que on n'a pas en face de nous une organisation qui soit particulièrement inquiétante comme l'était Daesh à ce moment-là, il y a 10 ans. Ce qui peut déjà rassurer nos téléspectateurs, quand même, d'entendre ça. Par contre, il y a un phénomène qui me paraît très inquiétant, c'est le phénomène de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a en Afrique de plus en plus de pays qui sont gangrénés par l'islamisme. Alors, on connaissait la Somalie, mais le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Soudan, voilà. Donc, de plus en plus, le Nigeria, bien sûr, avec Boko Haram, de plus en plus, l'Afrique est gangrénée par le terrorisme islamique, y compris dans le nord du Sénégal. Et finalement, c'est très inquiétant pour nous, parce qu'on a énormément de liens avec l'Afrique, on a énormément d'intérêts en Afrique. Et on a aussi beaucoup d'Africains chez nous. Voilà. Donc, il y a, je pense, dans les années à venir, jusqu'à présent, on peut dire que le risque, il venait plus du Moyen-Orient, l'Afghanistan. Et là, j'ai l'impression que le risque, il est plus important vers l'Afrique. Juliette Méadel, quand on entend le procureur antiterroriste parler de menaces vives, j'imagine que ça ravive un traumatisme profond chez toutes les victimes que vous continuez de voir. Oui, et malgré tout, je crois quand même qu'il
demeure une menace qui n'est certes pas de même nature que du temps de Daesh, mais il y a quand même une menace sourde. Hugo Micheron explique très bien ça, avec aussi des mouvements sectaires, certains islamistes, d'autres mouvements de plus en plus violents, et une espèce de radicalisation à bas bruit qui en appelle à la violence. Alors certes, on peut se réjouir de ce que nous n'avons pas eu d'attentats dits de masse comme ceux de 2015 et 2016. Lorsque j'étais en responsabilité, il y avait ensuite effectivement l'attentat de Nice, avec quand même plus de 90 morts. Effroyable. Malgré tout, il y a quand même encore des passages à l'acte, comme on dit aujourd'hui, des phénomènes de radicalisation et d'extrême, même désespérance et problèmes psychiatriques lourds, qui font peser sur la France et aussi sur nos concitoyens une peur d'avoir un acte qui peut-être est isolé, mais va se revendiquer d'un mouvement terroriste tel ou tel. Du reste, les services de police pointent aussi un risque de menace terroriste d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et en fait, la violence, depuis les attentats de 2012, ça avait commencé à Toulouse, avec Ozar Hatorah, la violence petit à petit s'est insérée, y compris dans des mouvements qui se politisent et qui font peser quand même sur la démocratie française une espèce de chape de plomb. Donc je dirais que le terrorisme a muté, a mué, mais que l'angoisse reste toujours présente dans nos sociétés, et en particulier pour les victimes. Bien sûr. Vous avez parlé de terrorisme d'extrême droite et d'extrême gauche. On a parlé de terrorisme islamiste. Est-ce qu'on connaît la proportion de la menace, Marc Trévidy ? Je pense que non, c'est impossible. Pour une simple raison, c'est que précisément ce qui s'est passé à partir de 2014-2015, où il y avait tous ces départs en Syrie, on avait finalement des chiffres assez importants du degré de radicalisation extrême. On avait des chiffres, téléphone vert, donc des critères assez objectifs. Et comme il y a quand même eu un retour de bâton pour eux très important, tout le monde fait canard aujourd'hui. C'est-à-dire que les services de renseignement, je me demande s'ils sont capables de savoir où en est la radicalisation extrême en France. Quand plus personne ne bouge le bout du nez, parce qu'il sait que c'est une période très trouble pour eux, on est dans la situation inverse des années 2010, 2011, 2012, où il faut se souvenir qu'il y avait une revendication sur le terrain politique, Sharia for Belgium, Sharia for Great Britain, for Zanalitza, des gens qui venaient dire, nous on veut le salafisme en France, on veut la charia en France, qui s'affichaient et il ne se passait rien. Donc aujourd'hui, après les attentats, tout le monde sait qu'il risque beaucoup, au moins des mesures administratives s'il montre sa radicalité. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile à détecter aujourd'hui le nombre de personnes radicalisées en France. Pour tous les types de terrorisme, extrême droite et extrême gauche comprises. Mais tout le monde sait qu'il y a des outils antiterroristes très puissants, notamment grâce à tout ce qu'on a fait sur les services de renseignement, grâce à toutes les personnes qui, sur les réseaux sociaux, essayent de détecter ce qui se passe, qu'à part d'être complètement abrutis, il y en a quelques-uns heureusement, on ne commence pas à se voter sur les réseaux sociaux qu'on va faire une action. Il y en a, on les arrête d'ailleurs. Donc on peut quand même penser qu'il y a une partie de gens dangereux très prudents et qui savent qu'on s'est mis à niveau. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal dans la menace. Mais plus on avance, plus ils avancent aussi, plus ils progressent eux aussi. Nathalie Goulet ? Oui, je pense que c'est le cas. Et puis on a quand même, je reviens sur le sujet, on a quand même mis en place des outils plus importants. On a eu plusieurs ministres de l'Intérieur qui ont pris des mesures. On a des fermetures ou des dissolutions d'associations, on a des mosquées, on a des expulsions d'imams radicalisés, on a quand même une surveillance qui est devenue plus accrue. Encore une fois, je pense que la menace demeure, elle est d'extrême droite, d'extrême gauche, elle est islamiste. Il reste des trous dans le dispositif. La loi qu'on a votée sur les principes de la République laisse des trous dans les dispositifs. Et puis, il reste des gens qui financent des actions. Il reste toujours ce pan qui, de mon point de vue, est probablement le maillon faible. Mais j'entends qu'on a trois types de menaces terroristes aujourd'hui. Quatrième. Laquelle ? Vous savez, le monde est incertain, il y a des conflits dans le monde. Pour un État instrumentaliser le terrorisme, ça peut toujours exister, ça a existé dans l'histoire du terrorisme, c'est-à-dire des États peuvent avoir envie, alors des États ennemis de la France, qui ont des intérêts contraires dans le monde, par exemple. Mais je le dis parce que vous ne le dites pas. Ce mot-là, mais... Donc quatrième menace, menace terroriste russe. Le terrorisme est une méthode qui peut être utilisée par les États aussi. Peuvent se cumuler pour un moment. Exactement. Donc il faut se méfier aussi de ce terrain des États qui peuvent avoir des intérêts contraires à la France. On le sait dans les années 80, bien sûr au Liban, on a vu ce que ça avait pu donner. Donc il ne faut jamais sous-estimer ça, parce que ça c'est terrible. Quand un État se met à utiliser la méthode terroriste, instrumentalisant des groupes, des sous-groupes, etc.,
pour déstabiliser un État, ça peut faire très mal. 4 menaces, Frédéric Pechner. Oui, mais on a toujours eu ça. Hein. D'accord, c'est pas nouveau. On peut d'ailleurs en citer quelques-uns. Enfin, Action Directe a été à un moment donné inspiré par l'Allemagne de l'Est. Et évidemment, un certain nombre d'attentats en 86 ont été directement inspirés par l'Iran. Donc effectivement, quand on a un terrorisme d'État, les choses sont quand même beaucoup plus difficiles à pouvoir répondre. Voilà, c'est une façon, et je suis d'accord avec ça. Bon, aujourd'hui, on a une menace qui est plus diffuse, mais qui est assez inquiétante. Alors, on a effectivement, et je partage votre avis, on a effectivement des services de renseignement qui sont plus efficaces, encore plus efficaces, parce que de tout temps, même avant la direction des GSI, avant la DCRI, la DST déjà s'occupait de démanteler des organisations terroristes. Mais on a aussi des terroristes plus efficaces, plus discrets. Oui, mais chaque année, on ne le sait pas toujours, mais chaque année, plusieurs dizaines d'attentats sont déjoués. Voilà. Alors, oui, vrai que on a un chiffre précis, oui. Moi, j'en ai pas. D'accord. Seule la DGSI et la DGSE pourraient vous donner une... Enfin, de temps en temps, on voit qu'il y a eu des arrestations. Bon, et ça, ce sont des gens qui sont arrêtés préventivement. Et c'est pas tout à fait transparent, et tant mieux. Il vaut mieux pas qu'on le sache. Les services de renseignement doivent travailler dans le secret. Oui. Voilà, c'est la base, c'est le secret défense, donc ils n'ont pas vocation à communiquer là-dessus. Alors je suis partagé, parce que d'un côté, il ne faut pas dévoiler les techniques d'enquête, mais de l'autre, montrer qu'on a des services de renseignement efficaces, c'est de nature à rassurer. Bien sûr. Et alors la violence, d'une façon générale, moi je suis frappé par quelque chose. Entre 1990 et 2012, le nombre des homicides et tentatives d'homicide en France n'a cessé de diminuer. Et a diminué de 50%. À l'époque, j'avais coutume de dire qu'un pays où on tuait 2 fois moins n'était pas un pays plus violent. Et ces homicides, ce sont des chiffres qui sont intéressants parce que finalement, il n'y a pas de chiffre noir, hein, des homicides et tentatives, depuis d'ailleurs les attentats, depuis 2014-2015, n'a cessé chaque année de réaugmenter. J'y vois, je ne fais pas d'exégèse politique dessus, j'y vois juste un symptôme qui est que probablement, si la violence les plus graves augmente, c'est que la violence générale dans notre pays augmente. On a d'ailleurs pu voir une violence sociale très forte avec les Gilets jaunes. Là, on n'est pas dans le terrorisme, hein, on est bien sûr dans la violence sociale, mais pour avoir été policier pendant plus de 30 ans, moi, je n'avais jamais vu des maintiens de l'ordre aussi difficiles sur aussi longtemps. Donc, on est dans une phase, dans une phase de... Globalement, la société, pour tout un tas de raisons, devient plus violente. Et donc, ce n'est pas anormal que les terroristes aussi le soient et qu'il y ait une radicalité plus importante. Juliette Ménel. On peut quand même aussi dire que depuis que la France a été victime de ces attentats, alors moi je fais démarrer à 2012 aux Aratora à Toulouse, parce que même si à l'époque on disait que le terroriste, dont je ne dirais pas le nom à dessein, était un loup solitaire, en réalité c'était le début des années noires dont on a parlé ensuite. Mais une société frappée par le terrorisme, c'est quand même une société qui se radicalise, non pas qui s'islamise, pas du tout, mais qui se radicalise dans sa violence verbale et aussi dans sa violence physique. Vous disiez tout à l'heure que l'augmentation du nombre d'homicides signe une augmentation de la violence, mais quand vous avez des jeunes qui assistent aux images, par exemple, des attentats de novembre, ou bien même ce camion à Nice qui écrase, mes enfants, moi, ils étaient tout petits quand ils ont vu ces images-là. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont entre 12 et 15 ans. Et c'est une génération qui est frappée par de la violence au berceau. Et qui, pour ceux qui, en tout cas, ne sont pas encadrés, peut aussi avoir ce mode de fonctionnement et de représentation de l'affrontement politique. Donc, le fait que la France soit victime de terrorisme implique une augmentation de la violence générale. On n'est pas... neutre quand on a subi les attentats que nous avons subis. On n'est pas plus doux, on ne tend pas l'autre joue. Ça amène de la violence, et c'est d'ailleurs l'objectif des terroristes, qui est de petit à petit fracturer les sociétés, semer les frèrements de la guerre civile et avoir un débat politique, on le voit aujourd'hui, qui est devenu réduit à sa plus simple expression intellectuelle et à sa plus forte pulsionalité de violence. Et on n'a pas parlé des cibles. Est-ce qu'il y a des cibles particulières du terrorisme aujourd'hui? Il se trouve que le 13 novembre 2015, c'était tout le monde, c'était la jeunesse, c'était les gens qui sortaient, les gens libres. Le Stade de France, pareil. Nice, c'était les enfants, c'était les familles. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des cibles particulières du terrorisme, Marc Trévidic? Alors, le problème, c'est que un terroriste sur deux arrêté est mineur, 16-17 ans,
et paumé dans sa tête. C'est quand même ce qui se passe. On a baissé très largement les âges. Donc, il a une vision politique à peu près nulle, une vision de l'islam radical à peu près nulle. Donc, on a une nouvelle catégorie, les mineurs, qui pose quand même un souci, parce que ils sont perméables à n'importe quoi qui va être dans l'actualité la plus immédiate. Ça ne va pas être des cibles traditionnelles qu'on avait avant, où on savait très bien, on va s'en prendre les militaires dans la rue parce qu'on intervient en Afghanistan. Oui, mais etc. aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus protégé? Ce sont les lieux justement, de culte, si vous avez des jeunes de 15-16 ans, les églises, tout le monde. Des jeunes de 15-16 ans qui discutent entre eux, il va se passer un truc dans l'actualité, etc. Tout d'un coup, ils vont changer d'avis. Je trouve que c'est beaucoup plus diffus qu'avant, où les cibles étaient très claires, parce qu'il y avait quand même un état-major qui les désignait. Enfin, vous vous souvenez de Saint-Étienne-du-Rouvray? Je me souviens très bien, qui était cet attentat qui a été commis sur un prêtre dans une église à côté de Rouen et qui était un mois après Nice. Donc en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a tout le monde est la cible. Et surtout, l'objectif des terroristes, c'est d'aller faire en sorte que n'importe qui puisse s'identifier à la victime. Donc la France entière est victime de terrorisme. Et plus après, Non, mais quand même, les communautés juives et chrétiennes sont plus ciblées ou pas? Non, mais quand il y a des événements, sont... par exemple à Gaza, ça risque chez les jeunes de leur dire on va s'en prendre à des cibles juives, évidemment. Donc c'est l'actualité qui est très en prise. Ils sont dans l'image, ils sont dans l'immédiateté. On n'est pas dans la grande théorie Al-Qaïda sur des années, etc. Il y a quand même quelque chose qui a changé, à mon avis. Depuis que la France est frappée par le terrorisme, la question est aussi de savoir ce que nous avons fait pour nous protéger sur le plan sécuritaire, sur le plan du renseignement et bien sûr sur le plan législatif. Depuis 1986, j'ai vu qu'une vingtaine de lois avaient été votées. Après 2015, les choses se sont encore accélérées, quasiment un texte après chaque attentat et un renforcement de ce qu'on appelle l'état d'urgence, ce qui nous confronte à la question de l'équilibre à trouver entre prévention du risque et atteinte aux libertés individuelles. C'est un des chapitres du documentaire. Je voudrais qu'on écoute cet extrait et qu'on en parle juste après. Il y a des sujets sur lesquels je ne dis pas qu'il faut se transformer en tyran. Hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais enfin, il y a des circonstances où ce qui prime, ce sont les intérêts de la lutte contre ce qui viole les principes fondamentaux d'un État de droit. Moi, je n'ai jamais vu d'atteinte aux libertés dans la lutte contre le terrorisme qui me paraissent, à moi, à un moment donné, excessives. Nous avons pu faire voter des lois importantes à une très large majorité, droite-gauche, à l'Assemblée, au Sénat. Nathalie Goulet. Ah oui, mais de toute façon, il y avait l'unité nationale, c'était clair. Enfin, on n'a pas eu de problème. Bernard Cazeneuve a fait passer un certain nombre de textes, les ministres qui lui ont succédé aussi. Pas de limite quand il s'agit de lutter contre le terrorisme? Non, mais on avait discuté du contrôle des réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est fait. Mais enfin, on a voté quasiment à l'unanimité un certain nombre de textes. En tous les cas, de mémoire, chaque fois qu'on a dû prolonger l'état d'urgence, on l'a fait. Et puis, on l'a intégré au droit positif. C'est-à-dire qu'on a intégré les dispositifs ce qui fait hurler les défenseurs des libertés individuelles qui peuvent vous dire c'est trop. Oui, non, d'accord, mais les défenseurs des libertés individuelles ont des tas d'avocats qui peuvent, au cas par cas, avoir des recours. Je crois que la nécessité fait loi. En l'espèce, il fallait prendre des dispositifs importants. Et je crois que personne ne conteste aujourd'hui les lois qui ont été votées à ce moment-là. De toute façon, elles ont été sous le contrôle du Conseil constitutionnel, avec un équilibre qui a été trouvé. Et je crois que c'était totalement légitime et que l'état de droit demeure dans ce pays. Enfin, moi, j'ai aucun scrupule sur les textes qu'on a votés à l'époque. Il faut quand même se rappeler du contexte. Et en tous les cas, dans cette maison, il y avait l'unité nationale. On n'a pas eu j'ai pas le souvenir de difficultés et j'y siégeais. Donc, Frédéric, oui, Juliette. Non, le problème, c'est l'efficacité du durcissement législatif. Les magistrats ont coutume de dire que quand on durcit les principes pour prévenir les infractions ou pour prévenir les crimes, ça fonctionne pendant 6 mois parce que les mouvements terroristes sont surpris. Mais ensuite, une fois que c'est rentré dans le droit commun, en fait, ils s'adaptent à la règle. Donc, comme le disait Robert Badinter, aller à l'encontre des libertés, il y a un moment où il faut que ça s'arrête, y compris parce que c'est exactement aussi l'ambition des terroristes, qui est de remettre en cause nos régimes démocratiques. Donc, il faut quand même qu'il y ait des garde-fous à ça. Et je crois vraiment que la lutte contre le terrorisme, outre évidemment le renseignement, c'est aussi la prévention
de la prévention éducative, de l'explication, de la lutte contre la radicalité, contre l'islamisme radical. Et tout ça sont des mesures extrêmement efficaces à condition qu'on s'y consacre vraiment. Parce que lutter contre le terrorisme, moi je voyais ça avec les associations de victimes, c'est aussi les faire témoigner devant les jeunes de ce que la radicalisation idéologique ou le fanatisme islamiste n'amène que la mort. Et donc c'est là-dessus qu'il faut agir, parce que vous n'empêcherez jamais un jeune radicalisé tout seul derrière Facebook d'aller planter un coup de couteau sur quelqu'un. Oui, enfin, moi je suis d'accord avec vous, mais enfin, jusque-là, la France est dans un état de droit. Donc, je ne crois pas qu'on ait porté atteinte aux libertés avec les textes qu'on a votés, parce que dans ces cas-là, le Conseil constitutionnel aurait retoqué les dispositifs comme il sait si bien le faire. Moi, je voudrais quand même dire qu'il y a eu des tentatives, et notamment le Comité de prévention de la radicalisation, le CIPDR, etc. Je ne parle pas du fonds Marianne, ce n'est pas la peine. Enfin, tout ça n'a pas vraiment fonctionné. Ah mais non, mais ça n'a pas servi effectivement à grand-chose. Bon. Moi, je vous parle de la vraie prévention à l'école. Non, mais bon, alors non, mais je suis d'accord. Dans les prisons. Oui, d'accord. Mais alors là, on arrive à des questions qui sont tout à fait différentes, qui sont les questions de moyens, les questions de méthode, etc. Et tout ce qui a été fait entre 2015 et aujourd'hui en matière de prévention de façon institutionnelle, ça n'a pas marché. Ce qui a marché, c'est beaucoup la société civile qui s'y est attachée. Il y a un certain nombre d'expériences qui ont fonctionné, mais globalement, la déradicalisation, il y a eu plusieurs rapports de suivi de la Commission des lois notamment, on ne peut pas dire que ce soit un gros succès. Non, mais la déradicalisation, c'est un mot valise qui ne veut pas dire grand-chose. Moi, je vous parle vraiment de la prévention, par exemple, de la prévention du trouble psychique lourd chez le jeune. Il y a des actes, des passages à l'acte, dont on sait qu'ils auraient pu être évités si on avait su prendre des bonnes mesures sur des enfants qui s'isolent, qui deviennent dépressifs, qui ont des propos violents. Tout ça, ça se détecte. Ça n'a rien à voir avec la déradicalisation. Non, mais on en parlait. Ça a juste à voir avec le fait d'avoir une société qui mise sur la prévention, qui repère à l'école et qui se dote de structures de soins dignes de ce nom. Et tout ce qui est système d'alerte qu'on a mis en place depuis les attentats, je pense à plan Vigipirate renforcé, alerte rouge, état d'urgence, urgence attentat. Je ne suis pas sûre que les Français aujourd'hui sachent d'ailleurs dans quel système on est. Et on a un peu l'impression d'être dans un provisoire qui dure, Frédéric Pechner. Si vous voulez, vous avez des mesures qui sont prises pour des raisons de communication politique. Alors, ça, c'est une chose. Disons qu'en termes opérationnels, ça ne sert à rien. Ah ouais mais c'est de nature à rassurer les gens. Attendez, qu'est-ce qui ne sert à rien Certaines mesures de communication politique ne vont pas avoir un impact direct. Par exemple, quand on passe d'urgence attentat à Vigipirate, écarlate, etc., comme on est toujours en Vigipirate parce que jamais personne ne prend le risque de redescendre, au bout d'un moment, on s'habitue. Okay. Par contre, moi, je voudrais revenir sur des choses. C'est très important d'avoir une législation spécifique. La première législation spécifique, c'est 1986. Bien. Et puis après, quand on a créé l'association de malfaiteurs terroristes, quand on a créé les juridictions spécialisées, ça a été extrêmement important. Moi, j'ai connu une période où j'étais à la section antiterroriste de la brigade criminelle, où on a affaire à des magistrats qui n'étaient pas des spécialistes. Et quand on a expliqué le PKK, c'était compliqué. Après qu'on a eu des juges spécialisés, un parquet spécialisé, on parlait la même langue. Après qu'on a eu, pourquoi est-ce qu'on a eu des cours d'assises spécialisées? Parce que les terroristes faisaient pression sur les jurés et les jurés ne voulaient plus siéger parce qu'ils avaient peur. Et donc on s'est adapté en ayant une cour d'assises spéciale. Voilà. Donc on a su s'adapter et ça, je ne pense pas que c'est remis en cause l'état de droit, mais ça nous a permis d'être efficaces. Ça a commencé en 86, les dernières lois étant effectivement bien plus récentes. Mais à chaque fois, notre dispositif s'est amélioré. Me semble-t-il, on l'a vu pendant les Jeux Olympiques. Le préfet de police avait un périmètre antiterroriste. Finalement, ces Jeux Olympiques, en termes sécuritaires, se sont merveilleusement bien passés. Ouais. Alors oui, il y a des gens qui ont été gênés, quelques personnes qui ont été gênées. Dans leur liberté, vous voulez dire? D'aller et venir à quelques moments bien précis. Mais peut-être que les Français sont prêts à ça, sont prêts à sacrifier quelques libertés. Je le crois. Je crois. Le seul intérêt, entre guillemets, de la lutte antiterroriste, c'est que, en tout cas pour l'islamisme, c'est que d'une façon générale, vous avez l'ensemble des Français qui sont derrière vous. Et ça change quand même beaucoup. Ouais. Et pour l'islamisme, parce que le problème des lois, malgré tout, c'est qu'elles restent, et que la définition du terrorisme n'est pas si précise que ça en droit français, et qu'à faire des lois d'exception, il faut que tout le monde joue le jeu de la démocratie. Il faut avoir confiance dans la France de l'avenir. De la même façon que les Américains, il faut qu'ils aient confiance dans Trump, si vous voulez. Non, mais c'est la seule chose que je voulais, le bémol. On a une définition du terrorisme qui est très, très large,
très très large. Trop large. On n'a même pas de définition internationale d'ailleurs. Non, il n'y en a pas, mais la nôtre permet des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes, donc de façon très très large. Elle a été construite un peu de façon jurisprudentielle. Mais pour revenir à ce qui s'est passé, il y a eu effectivement, heureusement en France, un décalage entre certaines paroles politiques et la réalité de ce qu'on a mis en place, qui est respecter l'essentiel. Mais il y a eu des débordements en paroles, il faut être clair, ça c'est typique français ou d'autres pays, peu importe. Mais ça voulait dire une seule chose, c'est qu'on s'est un peu passé de la lutte judiciaire contre le terrorisme parce que nous-mêmes, on était débordés. Mais l'idéal quand même, c'est d'avoir un système judiciaire suffisamment performant pour qu'on n'ait pas besoin de mesures administratives. Parce qu'au bout du compte, quoi qu'on fasse, quand on arrête les gens en France, on les tue pas. On ne les drone pas comme ça peut se faire dans d'autres pays du monde où on est en guerre, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut les amener devant des juges, quand même, avec des preuves. Ça, c'est quelque chose d'incontournable. Et on peut faire toutes les mesures administratives qu'on veut au départ, la résultante est quand même là. Donc, ce qui est important, c'est ce qui s'est passé. Et là, je rejoins tout à fait. Il y a eu plein de choses qui se sont faites pour mettre à nouveau le système judiciaire de lutte antiterroriste, de réfléchir au lien indispensable entre le renseignement et le judiciaire dans cette matière. Ce qu'on appelle la judiciarisation du renseignement, c'est la clé. Ça a toujours été notre force. On parlait de la DST. Moi, je n'aurais pas pu instruire Copernic ou Rue des Rosiers sans la DST, si vous voulez, devenu des CRI, des GSI, peu importe. C'est la capacité de faire des preuves avec d'abord ce qui est du renseignement, mener une enquête. Ça, c'est hyper important. Et quand on est débordé, il faut un coup de poing. Mais la pérennisation des mesures administratives me gêne parce que justement, c'est plus l'effet coup de poing, c'est rentrer justement dans le... Tout le monde sait que ça existe, alors qu'un coup de poing, ça consiste à aller faire des actions administratives et voir les calages sous le lit. Mais ça dure 1 mois, 2 mois. Et ce que j'ai regretté dans l'état d'urgence, c'est qu'il traîne trop, il dure trop. C'est trop prolongé. C'est ça, et ça a été le vrai débat. On arrête quand? Voilà. Ça a été le débat. Alors, on a eu ensuite le Covid et des états d'urgence sanitaires qui se sont succédés et qui ont été beaucoup moins respectueux que ne l'étaient les états d'urgence en raison du terrorisme de nos libertés publiques. Et donc, ça a créé une peur chez les gens, vous pensez? Ça a créé, non pas une peur, mais on s'est habitué à être privé de liberté. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que si on démarre de 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a vécu un certain nombre de périodes avec des restrictions d'aller et venir à cause de l'état d'urgence sanitaire. Le Parlement a été dépourvu de sa capacité à légiférer. Ça a duré longtemps. Et comme on était tous, toute l'opinion publique, plutôt pour être protégés que de faire respecter parce qu'on avait peur, bien sûr. Parce qu'on avait peur. Petit à petit, les garde-fous se sont atténués. Et donc le jour où le gouvernement ou le pouvoir ne sera plus aussi soucieux des libertés de la République que ne l'est l'actuel pouvoir, et le Parlement. Le pouvoir au sens large. Le pouvoir au sens large, les pouvoirs publics au sens large, nous aurons des cheveux blancs à nous faire, des inquiétudes à avoir. Je crois que dans l'immédiat, ici, en tous les cas, au Sénat, on veille scrupuleusement à cet équilibre. Je ne crois pas qu'on ait jamais failli sur le sujet, mais je veux dire, vous ne pouvez pas non plus assimiler, je comprends l'état d'urgence, mais vous n'assimilez pas l'état d'urgence sanitaire qui était quand même un choc, auquel personne ne savait exactement à quoi on devait s'en tenir avec cette épidémie et ce Covid. Voilà, c'était un cas isolé qui, j'espère, ne se représentera pas. Mais c'était quand même assez particulier. Je ne crois pas que le sujet d'aujourd'hui soit lié au Covid. Enfin, encore... Non, ce qui est important, le point commun, c'est la mise en cause des libertés, des restrictions des libertés publiques. Et la problématique, c'est en quoi la peur, l'inquiétude, l'insécurité, qu'elle soit physique à cause du terrorisme ou l'insécurité sanitaire, justifie une mise entre parenthèses de nos droits. Il y avait quand même le Covid qui circulait. C'est un autre débat. On va arriver... mais avec des points communs quand même sur le plan institutionnel. On va arriver tout doucement. Un mot aussi, parce que ce que dit Marc Trévidic est très important, c'est les liens entre le judiciaire et le renseignement. Parce que finalement, les services de renseignement, eh bien, c'est eux qui ont le renseignement, mais il faut traduire ça en France par des arrestations et par un déferrement. Et on a quelque chose qui est unique, en tout cas en Europe, c'est qu'on a un service de renseignement, la DGSI, qui fait du judiciaire, qui a un département judiciaire à l'intérieur. Voilà. Et l'autre service de police judiciaire, qui est la sous-direction antiterroriste, qui fait du terrorisme,
et dans les locaux de la DGSI. Donc, en termes d'organisation policière, si vous voulez, on a une interpénétration très forte entre le renseignement et le judiciaire, et ce qui est, je crois, une marque de notre efficacité. Un mot du bilan peut-être du PNAT, parquet national antiterroriste qui existe depuis 2019, efficace. Moi, je n'étais pas pour la création du PNAT, je ne vais pas changer d'optique. Ah ouais, vous êtes toujours... D'ailleurs, François Molins n'y était pas non plus. Après, on peut changer d'avis, mais ça a d'autres soucis. Pour deux raisons. Quand il y a eu Charlie Hebdo notamment, on a vu à quel point François Molins avait pu rapatrier des parquetiers des autres sections pour ponctuellement aider. Et on aurait dû pérenniser cette capacité du parquet de Paris en période de crise à faire venir des collègues qu'on aurait déjà pu préformer, etc. Le problème du PNAT, c'est que vous mettez 26 personnes qui, en période de calme, n'ont pas assez d'activité. Et il faut dire la vérité aussi. Donc, qui sont en veille, et si la veille dure trop longtemps, on risque de rogner dans les effectifs, etc. Il y a quelque chose qui a été vrai pour les services de police, quand ça a été calme, avec des baisses d'effectifs. Et il y a un autre problème, c'est que les gens qui y sont, du coup, ils n'acquièrent pas une expérience importante. Moi, j'ai été au parquet antiterroriste en 2000, on était 4, Donc, le 11 septembre 2001, je m'occupais de l'islam radical au parquet de Paris. Voilà, il y avait une personne, les autres, c'était les Basques et les Corses. Vous pouvez dire, toutes les affaires, je les connaissais. Pareil pour les juges d'instruction, les deux qui faisaient ça, Bruguière et Ricard. Donc, la problématique à 26, c'est que quand vous avez une affaire pour une permanence dans l'année, votre degré d'expérience ne va pas être très élevé. Donc, il faut toujours trouver le bon outil, ni trop faible, ni trop dilué. Et puis, il y a aussi autre chose qui est très important, c'est que le procureur de la République de Paris, c'est un personnage important, considérable. Quand François Molins parlait, c'était le procureur de Paris. Et c'est de faire insulte à personne de dire que le procureur national antiterroriste, finalement, en gros, personne ne le connaît. Il n'a pas, hiérarchiquement, le positionnement que peut avoir le procureur de Paris, qui est un personnage considérable. Et je trouve que ça a un peu affaibli la lutte antiterroriste, incontestablement, quand on a le procureur de la République de Paris qui vient s'exprimer sur quelque chose, eh bien ça, forcément, l'impact est plus important. Et puis, il y a juste sur ça, juste rapidement, et la justice est impactée par plein de domaines. Les juges des enfants qui ont des enfants radicalisés, est-ce qu'on les place, est-ce qu'on les passe là. Il y a plein de domaines qui intéressent la justice, c'est pas simplement le PNAT, c'est beaucoup plus large que ça, le problématique. On arrive tout doucement à la fin de cet échange, et pour conclure, je voudrais vous faire écouter ce que dit François Hollande à la fin du documentaire. Ça me semble plein d'espoir, vous allez me dire ce que vous en pensez, on l'écoute, et on va finir l'émission avec ça, et je vous demanderai de réagir. Les démocraties ont toujours vaincu le terrorisme, quelle que fût sa nature, et par les moyens du droit. Finalement, quelle était la meilleure réponse par rapport aux attaques dont nous avons été l'objet? C'est bien sûr de faire la guerre. On nous faisait la guerre, il fallait y répondre, mais c'était aussi d'avoir un procès, où même des accusés pouvaient avoir des avocats pour se défendre, et que la justice républicaine pouvait à ce moment-là les condamner avec le respect du droit, mais la force du droit. Et je vous vois tous réagir et hocher de la tête. Nathalie Goulet, pour conclure. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. L'état de droit a été respecté et c'est la force des démocraties. C'est tout à fait évident et c'est tant mieux. Et c'est évidemment vers une rupture de cette démocratie qu'essayent de nous pousser les terroristes en essayant de nous faire basculer dans un État qui n'est pas le nôtre. Donc... Mais moi, je voudrais conclure sur les points qui ont été évoqués concernant la violence de la société aujourd'hui. Et c'est celle-là qui est dangereuse et qui peut amener d'autres types de terrorisme, en tous les cas d'actions qui peuvent ressembler au terrorisme. Et c'est cette violence-là qu'il faudrait arriver à endiguer. Et je crois que là, on peut être un peu moins optimiste. Juliette Méadel. Oui, les mots du président Hollande me rappellent qu'on s'est beaucoup occupé des victimes ensemble et qu'elles ne demandaient pas vengeance. Les victimes, elles demandaient justice, elles demandaient le procès. Et certaines même avaient besoin de ce procès pour s'exprimer et pour entrer même en contact avec les accusés. Je me souviens du procès des attentats de novembre, puisque c'est la date anniversaire. Et l'échange entre les prévenus et les victimes était important même pour leur propre reconstruction, pour mettre un visage, pour mettre des mots sur l'indicible. Et donc cette justice-là est centrale et elle doit pouvoir se dérouler dans les meilleures conditions possibles, ne serait-ce que pour la démocratie et la postérité. Frédéric Pechna. Je crois qu'on est dans un état de droit, mais même il faut aller plus loin.
François Hollande parlait de la guerre, mais même dans la guerre, il doit y avoir des droits. On a eu procès, Nuremberg, etc. Donc il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Donc le droit, c'est quand même toujours un rempart contre la barbarie. Donc évidemment, on ne peut être que favorable à cet état de droit. Marc Trévidic. Et la transparence, parce que par rapport justement à ce que faisaient les pays en Europe au début des années 80, quand il y avait des attentats qui consistaient plutôt à cacher la vérité aux citoyens, aujourd'hui, avec des procès, avec l'honnêteté des politiques sur les sujets, le pourquoi des attentats, on a vraiment passé un cap qui est très important. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine sur Public Sénat. Émission et documentaire à retrouver en replay sur notre plateforme publicsénat.fr. À très vite. Merci beaucoup.